Il est entre la vie et la mort. Sa famille devrait recevoir 7 000 € quand il mourra. Depuis que je travaille ici, ça fait 20 ans. J'ai vu 300 ou 400 personnes mourir sur les chantiers de démantèlement des bateaux. Canal de Suez en Égypte. Le royaume des mastodontes des mers. Ici transitent chaque jour près de 100 cargos, chargés de marchandises à destination du monde entier. 7 employés du canal, un as du pilotage, les guident pour éviter les accidents. Le passage, étroit, est très risqué pour ces géants d'acier de plusieurs centaines de mètres de long. Nous sommes là pour aider chaque équipage qui traverse le canal à le faire en toute sécurité, pour leur porter secours. Le canal de Suez est une artère indispensable pour assurer le transport des marchandises et les échanges commerciaux, tout cela en un temps record. Quand il prend les commandes, le pilote n'a pas le droit à l'erreur. Un produit sur 10 consommé sur Terre passe par ici. Alors, en cas d'embouteillage, c'est le commerce mondial qui tangue. Comme il y a un an, cette incroyable image a fait le tour du monde. Celle de l'Ever Given. Le navire de 400 mètres de long s'est échoué en plein milieu du canal. Comment débloquer ce porte-conteneurs géant immobilisé en travers du canal de Suez? 200 porte-conteneurs remplis de marchandises attendent leur tour pour emprunter le canal. Le cargo coincé bloque chaque jour l'équivalent de 8 milliards d'euros de marchandises. Pendant les 6 jours où le cargo Ever Given a bloqué le canal de Suez, le commerce international a été complètement bouleversé. Les prix ont augmenté partout. Toute la planète était comme figée. Face à l'ampleur de la crise, le monde entier a alors pris conscience de l'importance du canal de Suez. C'est un passage commercial stratégique. Il est irremplaçable. En délocalisant à l'autre bout de la planète, nous sommes devenus dépendants de ces géants des mers et de leurs précieux containers. Sans trafic maritime, plus de vêtements, plus de chaussures, plus d'ordinateurs. 85% de ce que nous consommons arrive par bateau. Sur ce navire, je transporte l'équivalent de 150 supermarchés. Mais depuis la pandémie, les tarifs du transport maritime ont explosé. Les compagnies maximisent leurs profits et ce sont les consommateurs qui payent l'addition. Voilà, encore un client qui nous appelle pour une dispo d'un produit. On prend la commande, on ne sait pas quand c'est qu'on va le recevoir. Pourquoi autant de pénuries? Que se passe-t-il dans le monde si secret des armateurs? Pollution, course au profit, salariés au rabais. C'est des gens qui vont faire 70 heures par semaine et qui vont travailler 7 jours sur 7. C'est incroyable quand même de ne pas payer les gens, de ne pas les nourrir, de les traiter comme des chiens, quoi. Nous avons découvert un univers opaque qui obéit à ses propres règles. Ils ont peur de mettre fin aux privilèges d'un secteur extrêmement puissant. Un univers aux mains de quelques multinationales toutes puissantes. À Rotterdam, le plus grand port européen. Le Danois Maersk, deuxième armateur au monde, a accepté de nous accueillir à bord d'un de ses bateaux. Uniquement à quai à cause de l'épidémie de Covid.
Comment allez-vous? Je vais bien. Bienvenue à bord. C'est énorme ici. Oui, c'est un gros bébé. Lors de sa mise à l'eau il y a près de 10 ans, ce navire était le plus gros porte-container au monde. À la passerelle, son capitaine doit appareiller dans quelques heures pour l'Asie. Le cargo est en plein chargement. Dans ces containers, des médicaments, des parfums ou encore des pièces détachées. Ce navire reste l'un des plus grands que vous verrez en circulation de nos jours. Il est aussi long que 4 terrains de football. Au total, nous pouvons transporter 18 340 containers. Vous pourriez prendre 150 supermarchés, les vider entièrement et les remplir d'un seul coup avec ce que transporte ce navire. Ça vous donne une idée de tout ce qu'on transporte à bord. Imaginez, avec ses 400 mètres de long, ce géant des mers est plus grand que la Tour Eiffel. Et sa hauteur atteint celle d'un immeuble de 17 étages. Ça, c'est comme le volant de votre voiture. On s'en sert pour manœuvrer dans le port. C'est un officier qui a la charge de tenir le gouvernail. Et ça, c'est le pilote automatique pour le grand large. On le contrôle avec ça. 1 degré à tribord, 1 degré à bâbord. 5 à tribord, 5 à bâbord. C'est la partie la moins compliquée de mon job. Le capitaine embarque pour 3 mois et une quinzaine d'escales. 40 000 km à une vitesse d'environ 30 km/h. Et vous savez combien vous transportez? À pleine charge, on transporte normalement pour plus de 600 millions d'euros. C'est pas mal d'argent, hein? Il garde le sourire, mais c'est loin d'être simple. Après des semaines de paralysie liées à l'épidémie de Covid, les ports seraient selon lui incapables de faire face à la reprise du trafic, engorgés par des milliers de containers. Nous avons des problèmes d'approvisionnement. Dans les supermarchés, dans les magasins d'électronique, les gens ne peuvent plus acheter leur télévision, leurs légumes frais ou leurs meubles de jardin pour les beaux jours. Tout est bloqué dans les ports et tous les navires attendent de pouvoir décharger leurs containers pour qu'ils puissent être acheminés vers les entrepôts et les grandes surfaces. À l'image de cet impressionnant embouteillage en septembre dernier au large du port de Los Angeles. Une soixantaine de cargos pleins à craquer a dû patienter plusieurs jours avant de pouvoir décharger. À l'autre bout de la chaîne, forcément, c'est l'effet domino. Monsieur, bien bonjour. Est-ce que je peux vous renseigner? Alors, oui, c'est pour monsieur. On est venu pour un VTT en semi-rigide. D'accord. Près d'Avignon, ce vendeur de vélos n'a pas été livré depuis des jours. Je pense que ce sera plus le coloris. Difficile de satisfaire ses clients. Mais je l'ai en taille M. C'est pas un taille. Non, alors là, en taille L de ce coloris-là, je l'ai pas. Non. Donc pas le coloris. Non, malheureusement, j'ai pas ça. Il lui reste ces quelques vélos d'exposition. Mais plus rien en stock. Il manque toujours soit une fourche, il manque toujours un amortisseur. On a un autre fournisseur, il nous livre pas les vélos parce qu'il manque les pneus. Il manque toujours une petite pièce pour pas qu'on se fasse livrer le vélo. Tous les jours, le commerçant appelle un de ses fournisseurs à une demi-heure de chez lui. C'est parti. MTB, bonjour. Je cherche quoi comme guidon? En quelle hauteur? Mais de ce côté-ci, même constat. Ouais, alors là, j'ai pas de délai de livraison. J'ai des trucs qui doivent arriver ce mois-ci, mais je sais pas quoi exactement. Et je saurai le jour J, quoi. Je t'appelle dès que c'est là, ok? Ça va, super, merci. À bientôt, ciao. Bon. En ce moment, c'est... En ce moment, on va dire que c'est rock'n'roll. Hein. Voilà, encore un client qui nous appelle pour une dispo d'un produit. On prend la commande, on ne sait pas quand c'est qu'on le reçoit. Estelle et Olivier Clérici n'ont pas pu honorer 200 commandes. 100 000 € de chiffre d'affaires en moins.
Ça c'est vide, ça c'est vide. Celui-là, il est fini aussi. Si quelqu'un veut une moitié de pédalier, je peux lui donner. Ils font venir l'essentiel de leurs marchandises d'Asie par bateau. Les délais de livraison sont passés de 2 mois à 1 an et les tarifs ont flambé. On a multiplié par 5 le prix d'un container sur la dernière livraison, quoi. Donc, il arrive un moment où il faut prendre... C'est-à-dire on pourrait presque être limite à laisser la marchandise à quai, en fait, parce que ça augmente tellement que ça devient que c'est pas vendable chez nous. La situation est tout aussi critique pour ceux qui ont besoin d'exporter pour vivre. Comme ici, au cœur des champs normands, du pays de Caux. Léa Roussino est négociante en pommes de terre. Elle vend les récoltes des agriculteurs dans le monde entier. On travaille beaucoup à l'export. On exporte entre 4000 et 5000 tonnes de pommes de terre qui sont produites par des producteurs de plants. Mais depuis quelques mois, son entreprise n'arrive plus à exporter. Il n'y a plus aucun container disponible sur les cargos. On est clairement en flux tendu jusqu'à ce que le container soit dans la ferme, effectivement en train de charger. Il y a toujours le risque que ce soit annulé. On est complètement tributaire des compagnies maritimes et franchement, c'est assez frustrant. Ouais. Bonjour Jean. Bonjour. Ça va? Oui, ça va, oui. Tiens. Jean Monen est d'origine néerlandaise. Mais c'est la campagne française qu'il a choisie pour faire pousser ses pommes de terre. Cette récolte devait partir vers le Moyen-Orient, mais le chargement a été annulé. C'est du plan de pommes de terre qui aurait dû partir du coup pour l'Égypte en partie. En fait, on n'a pas trouvé les containers, donc on n'a pas pu charger pour l'Égypte. On a du mal à comprendre, quoi. Pourquoi de tout d'un seul coup, on a autant de mal à avoir de conteneurs? Ils sont bien quelque part, ils n'ont pas fondu. Pour trouver une nouvelle destination pour la récolte de Jean Monen, Léa Roussino appelle un transitaire, un intermédiaire avec lequel elle travaille régulièrement, qui doit lui trouver de la place dans un container. Pour l'agriculteur et la négociante, ce sont des dizaines de milliers d'euros qui sont en jeu. Allô? Ouais, bonjour. Je t'appelais juste pour savoir où est-ce qu'on en était sur les containers, parce que je crois qu'au Maroc, on a été encore décalé, là. Alors, effectivement, il y a encore du retard d'annoncer et on peut vraiment rien garantir à cette heure. Et c'est quoi, c'est le bateau qui passe pas ou enfin... Si, celui-là, il vient et j'avais vérifié, il était déjà dans les ports du Nord la semaine dernière. Mais tout est décalé, tout est retardé. Ça promet? Des mauvaises nouvelles encore. Hein. Ça démoralise tout le monde, quoi. C'est nous, PME, qui vont payer le pot cassé en partie. Parce que tant que notre marchandise ne parte pas, on n'a rien. Hein. Face à cette situation inédite, ces producteurs ont décidé d'exporter 2 fois moins l'année prochaine. Où sont donc les containers? Est-ce vraiment la faute de la pandémie? Ou les grandes compagnies profiteraient-elles de la situation? Il y a quelques mois, le chantre des prix bas, Michel-Édouard Leclerc, s'interrogeait chez nos confrères de Télématin. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas où sont passés tous les containers. Je comprends qu'il y a des désorganisations, mais je pense qu'on nous flambe là, le truc. Et donc, autant... je pense qu'il faudrait qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire ou une mission d'information parlementaire qui fasse le point sur les vraies hausses qu'on nous propose. Dans sa ligne de mire, les armateurs. 83% du transport maritime mondial est entre les mains de 9 groupes ultra puissants. Les 3 premiers sont tous européens, comme la compagnie française CMA-CGM. En pleine pandémie, en 2021, les bénéfices du secteur ont été multipliés par 6, plus de 130 milliards d'euros. Les armateurs entretiendraient-ils la désorganisation pour faire monter les prix? Au port de Hambourg, le 3e d'Europe. Le directeur se pose clairement la question
D'ici, vous avez vraiment la plus belle vue sur le port d'Hambourg. Et n'hésite pas à pointer la responsabilité des compagnies maritimes dans l'engorgement de son site. Voilà les containers qui doivent être exportés. Ils attendent les bateaux pour être envoyés en Asie, aux États-Unis, en Afrique, tout autour du monde. Si ces containers pleins de marchandises s'accumulent, c'est parce que, selon lui, les cargos ne viennent tout simplement pas les chercher le jour prévu. Plus de 50% des navires sont en retard. Et ça perturbe toute la chaîne logistique. C'est un problème. Nous ne sommes pas responsables des retards des navires. Je pense que les armateurs refusent de reconnaître leurs propres responsabilités. Ils veulent faire porter l'attention sur les ports et la détourner des compagnies. Ces retards sont-ils intentionnels ? Olaf Merck est économiste. Ce spécialiste du transport maritime a passé au crible les itinéraires de centaines de cargos. Il a fait une découverte. Un blank sailing, c'est simplement une annulation d'un service. Par exemple, il y a une rotation de port qui se fait chaque semaine. Un blank sailing, ça veut dire que pour une semaine, ils vont dire, bon, cette semaine-là, il n'y a pas ce service. Le blank sailing est une pratique légale, en cas d'avarie ou de retard à rattraper. Mais il y a 2 ans, cette pratique a explosé dans des proportions presque suspectes. En 2019, sur 100 escales prévues dans le monde, 82 étaient honorées. Un chiffre qui tombe à 67 en 2021, selon une étude britannique. Mathématiquement, il y a donc moins de capacité de transport pour les containers. Le constat, il est assez simple. Les prix ont augmenté. Par exemple, sur Asie-Europe, les prix de 1 000 € pour transporter un conteneur, bon, là, on est à plus que 10 000 par conteneur. Vous pensez que c'est une stratégie de la part des entreprises maritimes? Ça, je ne sais pas. On peut supposer. Vous êtes le seul à vous poser ces questions? Non. Non, je ne suis pas le seul. Il y a surtout beaucoup de clients qui se demandent ce qui se passe. Sous couvert d'anonymat, plusieurs professionnels du secteur que nous avons joints dénoncent le recours des armateurs à l'annulation d'escales pour gonfler les prix selon eux. Comme cet exportateur, l'un des leaders mondiaux du textile. Le Sri Lanka a toujours été un port sans problème. Mais depuis le Covid, les armateurs ont commencé à pratiquer le blank sailing. Parfois, ils annulent un bateau 24 heures à l'avance. Du coup, à cause du manque de capacité, les prix ont automatiquement explosé. Nous, ce qu'on constate, c'est que les compagnies peuvent augmenter les prix et diminuer les capacités de transport comme elles le veulent. Et si on regarde de plus près, elles s'en mettent plein les poches. Elles font leurs propres lois. C'est comme une mafia. Et l'Union européenne laisse faire. À la fin du compte, c'est le consommateur comme vous et moi qui passe à la caisse. Nous avons contacté le syndicat international des armateurs sur cette mise en cause. Par mail, il décline toute responsabilité et pointe du doigt les ports congestionnés. Tous les navires disponibles sont sur l'eau, mais ne sont pas utilisés efficacement à cause de problèmes dans les ports. Même son de cloche à Rotterdam, où lors de notre visite, nous avions interrogé le directeur européen de l'armateur danois Maersk sur ce sujet sensible. Nous avons remis tous nos navires en circulation. Nous avons même repoussé la mise à la casse de certains navires pour faire face à la situation. Nous passons notre temps à essayer de trouver tous les bateaux disponibles, mais il n'y en a pas. Nous ne faisons pas de blank sailing. Les armateurs l'assurent. Ils sont aussi des victimes de la crise. Pourtant, aux États-Unis, le gouvernement vient d'ouvrir une enquête sur les suspicions d'entente sur les prix entre armateurs. Mais à Bruxelles, rien ne bouge.
au grand désespoir de la directrice du syndicat des travailleurs du transport, qui a saisi la Commission européenne à plusieurs reprises. Je pense que ces dernières années, j'ai dû envoyer 6 ou 7 courriers. Par exemple, cette lettre a été adressée le 14 septembre dernier pour demander une enquête sur le comportement et les pratiques des porte-containers pendant la pandémie. Nous pensons qu'il y a de nombreux abus, des pratiques que nous condamnons. Et nous avons reçu cette réponse très formelle de la Commission, disant qu'ils étaient au courant des perturbations, au courant qu'il y avait des problèmes, mais que c'était normal en raison des circonstances exceptionnelles. Alors ils n'ont pas lancé d'investigation. La Commission ne s'est pourtant pas privée de passer au crible d'autres secteurs pendant le Covid. Ils l'ont fait dans l'aviation. Ils ont convoqué un tour de table pour définir le futur du secteur et comment sortir de la crise. Alors pourquoi ne se penchent-ils pas sur le secteur maritime? Parce que c'est la vache sacrée, intouchable. Parce qu'ils ont peur de stopper les privilèges d'une industrie extrêmement puissante et extrêmement influente. À Bruxelles, la commissaire européenne à la concurrence a déclaré qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une enquête sur les pratiques commerciales. Ce secteur, très puissant, bénéficierait-il d'un manque de contrôle de la part des autorités, notamment quand il s'agit des conditions de travail des équipages? En Bretagne, le port de Saint-Malo accueille des cargos du monde entier. Laure Talonneau y vient régulièrement pour tenter de monter à bord des navires en escale. Elle n'est pas inspectrice du travail, mais syndicaliste. Sa mission ? Alerter si les droits des marins ne sont pas respectés. On tire toutes les conditions par le bas des marins. On veut les payer le moins cher possible. Puis faire du profit. Et donc, il faut lutter contre ça. C'est incroyable quand même de ne pas payer les gens qui travaillent pour vous, de ne pas les nourrir, de les traiter comme des chiens, quoi. Ça, c'est pas normal. La syndicaliste choisit les bateaux qu'elle visite en fonction de leur pavillon, c'est-à-dire du pays où ils sont immatriculés. Les propriétaires peuvent enregistrer leurs navires dans des pays peu regardants, là où la fiscalité est avantageuse et le droit du travail minimaliste. On appelle ça les pavillons de complaisance. Ce jour-là, c'est le Vanuatu, un petit archipel du Pacifique, qui a retenu son attention. Un pavillon très peu protecteur pour les marins. C'est un navire, on voit, qui bat pavillon du Vanuatu, donc qui est un mauvais pavillon, qui est classé 50e sur 70. Et donc c'est un navire qui a 25 ans. Ça veut dire que c'est un navire qui est vieux, qui a changé 5 fois de pavillon, 7 fois d'armateur. Donc on sait déjà que c'est un navire où il y a sûrement des problèmes à bord. Ce cargo est arrivé d'Égypte dans la nuit. Il décharge de l'engrais. Laure Talonneau monte sans y être invité et va essayer d'interroger les marins au nom de son syndicat, l'ITF. Allez, c'est parti. Hello. Bonjour. Bonjour. Je suis de l'ITF. Yes, ITF. ITF, oui. Est-ce que vous avez des problèmes à bord? Des problèmes? Non. Non? Vous n'avez pas de problème pour être payé? Non. Non, pas de problème. Bonjour, je suis l'officier de pont. Enchanté. Je suis de l'ITF. Voici ma carte. Yes, thank you. Merci. Est-ce que c'est possible de voir le commandant? Merci. Son premier objectif, c'est de vérifier que l'équipage est bien déclaré. Donc là, c'est la liste d'équipage. Comme souvent, les marins viennent du monde entier. So, Turkish, Azerbaïdjan, Georgian and Turkish.
Bonjour. Je voudrais vous parler pour une petite visite de routine. La syndicaliste n'a aucun pouvoir, ni de contrôle, ni de sanction. Mais elle y va au bluff. C'est qui l'affréteur? Qui est l'affréteur? Il est turc? Turc. Ok, turc. Je veux savoir qui est le patron. Je crois que c'est lui. Non, celui-là est le big boss. Elle va éplucher les papiers du navire. Donc ça, c'est, selon le pavillon, l'effectif minimal du navire. Donc là, 11 marins. L'intérêt des pavillons de complaisance, c'est justement de mettre un effectif le plus bas possible. Ce même navire, sous un bon pavillon, il aurait un effectif beaucoup plus important, en fait. C'est la raison d'être des pavillons de complaisance, en fait. C'est de payer moins de marins et moins cher. Donc ça, c'est un marin qualifié qui a un salaire de base de 522 $. C'est un salaire qui est bien dessous, qui est très, très inférieur aux standards internationaux. Non, 2,72 $ par heure, c'est un salaire qui est beaucoup trop bas. On ne peut pas accepter. Ça arrive souvent? Oui, ça arrive souvent. En 10 ans d'inspection, l'Ortalono a bien compris que pour les armateurs, toutes les économies sont bonnes à prendre. Alors, les légumes... Oh vache. Et, le poireau, les feuilles, on voit qu'ils ne datent pas d'hier, quoi. Là, c'est pareil, le chou, ça pourrit. Voilà comment on nourrit un équipage. Mais c'est révélateur, en fait, comment on traite les marins. C'est un des indices, en fait. Quand on voit qu'il n'y a pas de bouffe, en quantité suffisante, en qualité suffisante, on sait que l'équipage n'est pas bien traité, en fait. Avant de partir, elle demande au capitaine d'appeler l'armateur. Elle aimerait qu'il signe la convention collective de son syndicat pour mieux protéger les salariés. L'armateur ne sait pas qu'il est sur haut-parleur. Mais pourquoi tu m'appelles? Ils m'ont dit qu'ils voulaient monter à bord. Qu'est-ce que je pouvais faire? Je vais te dire un truc. En Allemagne, au port de Hambourg, on ne les a pas laissés monter à bord. Je t'ai dit de ne pas les laisser monter. Comment ils ont fait? Je monte pas la garde à l'entrée du bateau. Débrouille-toi, trouve une solution. Après sa visite, l'Ortalono a envoyé un rapport aux autorités portuaires pour signaler que les marins ne reçoivent pas à temps leur salaire et qu'ils n'ont ni eau chaude ni nourriture fraîche. Mais il n'aura pas de suite. Des salariés mal payés et parfois pas payés du tout. En Roumanie, dans le port de Constanța, ce navire est immobilisé depuis plus d'1 an, avec à son bord 4 hommes privés de salaire depuis des mois. Une situation ubuesque qui concerne actuellement environ 250 équipages dans le monde. Ce syndicaliste roumain vient régulièrement les ravitailler gratuitement. Un mois de provisions très attendu. Salut, capitaine. Comment allez-vous? J'ai apporté un peu de nourriture. Salut. Je le mets dans la cuisine. Laisse ici, on va ranger. Poulet, orange, des fruits, des bananes, des légumes, de l'eau, de quoi petit déjeuner et du lait. Et si vous avez besoin d'autre chose, vous pouvez m'appeler. Je t'écrirai. C'était il y a 1 an. Le capitaine Abdallah Daha fait escale dans ce port de la mer Noire. Au moment de repartir, les autorités roumaines découvrent que les marins ne reçoivent pas leur salaire. C'est une infraction. Le navire est bloqué. L'armateur a alors préféré abandonner son cargo plutôt que de payer ses employés. Ils sont piégés. Il leur met la pression, sans nourriture, sans électricité, dans de très mauvaises conditions, pour les pousser à abandonner le bateau en renonçant à leur salaire. Le capitaine a embarqué sur ce navire il y a 28 mois. Mais depuis qu'il a été embauché, Abdallah Daha n'a touché que 10% de sa paye. À la fin du mois d'août, il me devait déjà 71 000 €. Et l'armateur vous donnait quelle explication?
Il nous disait « Je vais pas imprimer des billets, j'ai pas d'argent. La situation est compliquée, sois patient, je te paierai la prochaine fois. Au prochain voyage, dans un mois. » Les marins restent à bord pour empêcher le propriétaire de vendre le navire sans les payer. Mais sans visa, ils ont l'interdiction de s'aventurer plus loin que le bout de ce quai. C'est la cabine d'Ahmad. On peut entrer? Ah, il passe un coup de fil. Depuis quand il est là? Ah, ça fait 3 ans et demi. Sans descendre du bateau. Avec la même vue, depuis maintenant 1 an. Le mécanicien, Ala Mansour, a 39 ans. Sa fiancée est en Syrie. Il ne l'a pas vue depuis 2 ans et demi. Allô? Tu dis bonjour à notre nouveau bébé? Oh, le petit bout d'amour. Dis bonjour à maman. C'est une merveille. Je suis content avec lui, je te jure. Il attend 17 500 € d'arriéré de salaire. Mais c'est toi qui m'as embrouillé. Tu dis que c'est une femelle, moi je dis que c'est un mâle. Je vais l'appeler Doudi. Doudi, c'est beau. Salut Doudi. L'armateur a choisi d'enregistrer ce navire au Panama, le pavillon de complaisance le plus utilisé dans le monde, en raison de sa fiscalité avantageuse et de son manque de contrôle. Et les marins, tous syriens, n'auraient pas été recrutés au hasard. En raison de la situation syrienne, quelques armateurs, les plus mauvais, profitent de la situation. Ils nous donnent des salaires plus bas, ils ne nous protègent pas. Parce qu'ils savent que vous ne pouvez pas rentrer chez vous? On ne peut pas rentrer. Personne ne nous soutient. Et ils le savent. Les marins attendent une décision de la justice roumaine qui tarde à venir. Le nombre d'équipages bloqués dans le monde a doublé en 2021. Des pratiques d'armateurs low cost. Mais qu'en est-il des grandes compagnies? De nos fleurons nationaux comme CMA-CGM, le géant français du transport maritime. Ce porte-drapeau de la France, courtisé par les gouvernements successifs, a-t-il des pratiques plus responsables? Parmi la flotte de plus de 500 navires revendiqués par CMA-CGM, elle n'a pu nous confirmer que 28 pavillons français, soit seulement 5%. Et même cela bénéficie d'un régime dérogatoire avantageux. Nous sommes au port du Havre. Simon Clovis a été officier pendant 11 ans, sur les navires de la CMA-CGM. Cela fait 6 ans qu'il a débarqué. Aujourd'hui, représentant syndical, il dénonce le régime privilégié dont bénéficient les cargos au long cours français. Ils ont le droit d'embaucher des marins de toutes les nationalités. Une seule condition, conserver un nombre minimum de salariés européens, toujours minoritaires. Au niveau salarial, c'est sans commune mesure. Vous imaginez bien qu'aujourd'hui, voilà, un matelot birman, il va avoir un salaire de base largement en dessous du SMIC pour faire largement plus que 35 heures par semaine. Et sans toute la protection sociale à la française. Et pour autant, ça se passe sur des navires qui battent pavillon bleu, blanc, rouge. Sur quelque part un petit morceau du territoire français, où la réglementation française voilà, s'applique. Nous avons réussi à nous procurer la grille de salaire applicable aux marins philippins à la CMA-CGM. Elle date de janvier 2022. Le salaire minimum garanti pour un OS, le matelot le moins qualifié, est de 965 $, soit 850 € par mois. À raison de 65 heures de travail par semaine, cela fait 3,25 € de l'heure.
30% du SMIC horaire français. Un tarif imbattable. Pendant des mois, nous avons demandé à la CMA-CGM de pouvoir filmer sur un de ces navires. La compagnie a refusé, elle préfère rester discrète. Même cet officier, toujours en poste, a voulu témoigner anonymement, par peur des représailles. Selon lui, son employeur, détenu par l'une des plus grandes fortunes de France, se servirait des hommes pour maximiser ses gains. Le choix des nationalités se fait aussi en fonction du contexte économique et politique. Il y a quelques années, quand le bloc de l'Est s'est ouvert, on a employé beaucoup de Roumains. Et puis la Roumanie est rentrée dans l'Europe et économiquement, c'était plus viable. Pour l'armateur, ça valait plus le coup. Il y a des changements réguliers en fonction, c'est innommable ce que je veux dire, mais en fonction des cours, du prix de la main-d'œuvre. Les Philippins ont été très demandés dans le milieu maritime et il n'y a plus assez de personnel philippin pour répondre à la demande. Donc on s'est orienté vers d'autres pays, la Birmanie, la Chine, l'Amérique du Sud, là où il y a de la main-d'œuvre disponible. C'est une course à la rentabilité. Contacté au sujet du recours à la main-d'œuvre étrangère sur ces cargos français, la compagnie CMA-CGM ne nous a pas répondu sur cette question. Tout est légal. Mais qui fixe les règles du commerce maritime mondial? Nous avons enquêté sur le gendarme du secteur, et certaines de ses décisions posent de nombreuses questions. C'est un paradis au milieu du Pacifique. Les îles Marshall, menacées par la montée des eaux, ont fait de la lutte contre les navires pollueurs une cause nationale. Et de l'ambassadeur des îles, un messager de leur détresse. Le réchauffement climatique est une menace pour les habitants des îles Marshall. Parce que nous sommes un des 4 atolls les plus plats au monde. On parle là de 2 ou 3 mètres seulement au-dessus de la mer. Nous sommes directement menacés par la montée des eaux. Le réchauffement climatique aura des conséquences terribles sur notre pays. Nous sommes juste une terre fragile, de petites îles. Nous ne pourrons jamais survivre à cela. Alors en août dernier, les îles Marshall soumettent une proposition forte à l'Organisation maritime internationale, l'OMI. C'est l'instance chargée de réguler les questions de pollution des navires. L'Organisation maritime internationale avait défini comme stratégie de diviser par 2 les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Évidemment, notre gouvernement ne s'est pas aligné avec cette position. Nous voulions aller plus loin. Donc l'année dernière, nous avons soumis une nouvelle proposition pour limiter à 0 les émissions d'ici à 2050. Supprimer les émissions de gaz à effet de serre de la flotte mondiale en moins de 30 ans. Un enjeu de taille pour ce secteur, l'un des plus polluants au monde. D'ailleurs, quelques mois plus tard, à la COP26, 14 pays signent une grande déclaration pour s'engager à réduire à 0 les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur maritime d'ici 2050, notamment en bataillant à l'OMI pour atteindre ce but. Parmi les signataires, la France. Moins de 2 semaines plus tard, la proposition des îles Marshall est étudiée à l'Organisation maritime internationale. Geneviève Van Rossum est nommée par le gouvernement pour représenter la France lors de ces discussions. Mais elle n'a pas soutenu cette mesure. Le zéro émission de gaz à effet de serre d'ici 2050 est rejeté. Elle assume. On souhaite adopter des mesures qui soient acceptables par tous, parce que ces mesures doivent être mises en œuvre par tous sur l'ensemble de la planète. Là, les îles Marshall ont voulu marquer le fait qu'ils voulaient aller plus loin, plus vite. Maintenant, il était clair qu'à ce stade, ils n'allaient pas nécessairement être suivis sur cette proposition. C'était pas mûr.
Un double discours qui exaspère cette observatrice qui a souhaité rester anonyme. Elle a assisté à la discussion sur les émissions de gaz à effet de serre à l'OMI. Je pense que ce sont clairement les intérêts des industries maritimes et pétrolières qui prévalent. Ce n'est pas un secret. C'est comme ça que ça se passe. Et les pays font tout pour préserver le statu quo. Le plus choquant et le plus frustrant, c'est que lors de la dernière réunion de l'OMI, les gens disaient qu'ils n'avaient pas à suivre ce qui s'était dit à la COP. Car ce sont deux espaces de négociation qui n'ont rien à voir. Il est clair que l'Organisation maritime internationale est une agence sous emprise. Il y a une présence importante des lobbies industriels. Et ça, c'est un problème. Selon l'ONG Influence Map, un quart des participants aux réunions traitant de l'environnement seraient des industriels. Dans la délégation française, par exemple, sont régulièrement présents Total ou Armateurs de France. Mais selon Geneviève Van Rossum, c'est une nécessité. Ce sont les États qui décident. Les États doivent nécessairement travailler avec l'industrie maritime, sinon ça serait la catastrophe. Il serait hautement contre-productif d'imaginer que l'on puisse réglementer un secteur sans avoir le moindre échange avec ceux qui fonctionnent, les opérateurs de ce secteur. C'est inimaginable. Même quand ils ne prennent plus le large, les navires continuent de polluer. Car il faut les démanteler. Certaines grandes compagnies n'hésiteraient pas à s'en débarrasser à l'autre bout du monde. Comme ici, à Alang, en Inde. Des centaines de bateaux viennent s'échouer sur ces plages au mépris des lois internationales qui interdisent l'exportation de déchets toxiques. C'est la technique du beaching. Lancée à pleine allure, la course des rafios s'arrête sur cette plage de 12 km, l'une des plus polluées au monde. Cela fait 10 ans que Rohit Sharma enquête sur cette industrie qui utilise sa région comme une immense décharge à ciel ouvert. Les bateaux proviennent des États-Unis, du Danemark, de la France, d'Allemagne et d'autres pays comme cela. Ils sont démantelés ici. Mais souvent, avant d'arriver chez nous, ils changent de pavillon. Et les règles qui s'appliquent dans les pays d'origine ne s'appliquent plus quand ils arrivent ici. C'est un énorme business. Ces gens font des profits colossaux. Cela se fait au détriment de la population locale. Cela provoque de la pollution et détruit les ressources naturelles. C'est une décharge. Quand Rohit se déplace sur le terrain, il est particulièrement vigilant. Ici, l'environnement n'est pas une cause très populaire. Ne sors pas de la voiture, ne sors pas. Regarde. Il a déjà été arrêté par la police locale. Alors que nous souhaitons discuter avec des ouvriers, il aperçoit une personne qui semble filmer avec son téléphone portable. Nous devons repartir immédiatement. Je ne peux pas descendre de la voiture pour parler avec les ouvriers. Si je sors de la voiture, je risque ma vie. Difficile de savoir dans quelles conditions sont démantelés les bateaux et dans quelles conditions travaillent ces ouvriers. Partout, la sécurité veille et les autorités locales ont refusé notre demande de tournage. Alors nous avons infiltré un chantier avec une caméra cachée. En prétendant être à la recherche d'un emploi, notre journaliste a réussi à tromper la sécurité. Il part à la rencontre des travailleurs. Découpés en morceaux,
Seule la tôle des bateaux est vendue sur place à des usines pour être recyclée. Ce bateau, ça nous a pris 5 mois pour le désosser. Ça va prendre encore 1 mois pour finir. Il nous reste cette grande tour à faire tomber. Et puis c'est tout. Et les déchets qui viennent du bateau, où vont-ils? La mer est tellement grande, tout ce qui est liquide part dans la mer. Ça fait 30 ans que ça dure, depuis l'apparition des chantiers. 30 ans que la mer avale les liquides toxiques. Mais selon les ouvriers, les entreprises ne s'embarrasseraient pas non plus des déchets solides. Impossible à recycler. Et que se passe-t-il avec les déchets solides? Ils sont enfouis dans le sol, dans de grands trous. Tout ce qui n'est pas revendu serait brûlé et enfoui ici, sur des kilomètres à la ronde. Les habitants des villages à proximité s'inquiètent de la pollution et de ses conséquences pour leur santé. Chaque année, Rohit fait le tour des villages pour tester la qualité de l'eau. Il revient dans le village de Jaspara, à quelques kilomètres des chantiers navals, pour faire de nouveaux prélèvements. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sapna. Et comment est la qualité de l'eau ici? Elle est mauvaise, on ne peut pas la boire. D'accord. On est venu pour contrôler la qualité de l'eau. On va faire des prélèvements. Quand avez-vous arrêté de boire l'eau? Cela fait 6 ans que nous avons arrêté. Et tous les animaux, ils boivent cette eau? Non, ils ne la boivent pas non plus. Pourquoi? Parce qu'ils tombaient tous malades eux aussi. Alors j'ai arrêté de leur donner cette eau. Je peux faire un prélèvement? Ce puits a été construit par son grand-père il y a 40 ans. Ils disent que l'eau est polluée à cause des déchets d'alang qui sont enfouis un peu partout ici. Je vais te montrer. Nous analysons le taux de solide dissous dans l'eau. Il ne devrait pas dépasser 500. Ici, il est à 1820. C'est beaucoup. Et si on cherchait des métaux lourds, c'est certain qu'on en trouverait. Ici, tous sont persuadés que leurs maladies sont liées à la pollution des chantiers. Ma peau est comme ça à cause de l'eau. Ça fait 8 ans que j'ai cette maladie. Je suis triste, bien sûr. Mais qu'est-ce que je peux faire? Je ne suis pas assez puissant pour me battre contre le gouvernement et contre les propriétaires des bateaux. Des propriétaires de bateaux puissants qui parfois se défient des lois. Car l'Europe interdit aux armateurs d'envoyer les navires se faire démanteler à l'autre bout du monde. Une régulation qu'ils parviennent à contourner grâce à des sociétés écrans que l'association Shipbreaking Platform a recensées. Ce dont on s'est rendu compte, c'est que beaucoup de navires sont vendus à ceux qu'on appelle les cash buyers, des intermédiaires qui font venir les navires jusqu'aux plages d'Asie pour revendre les matériaux. Ils utilisent toujours les mêmes méthodes. Et lors de son dernier voyage, le bateau change de nom et de pavillon. Cela rend d'autant plus difficile l'identification des vrais propriétaires. Si les armateurs vendent à des intermédiaires en Asie, ils vont gagner entre 9 et 12 millions de dollars. Ils ne gagneront que la moitié s'ils vendent à un chantier turc et 1/5 de la somme s'ils vendent en Europe. Dans la liste de Shipbreaking Platform apparaît la compagnie Maersk. Depuis 2017, 12 bateaux auraient été envoyés à Alang par le géant danois.
L'an passé, 2 navires. L'un en février, l'autre en mars. Non sans avoir au préalable changé de pavillon en Égypte et à Hong Kong. D'ailleurs, l'attaché de presse de la compagnie ne nie pas la présence de Maersk sur les chantiers indiens, tout en mettant en avant les bonnes pratiques de sa société. Quand nous envoyons un navire pour être démantelé à Alang, nous nous assurons d'envoyer un représentant de Maersk qui a tout pouvoir pour arrêter les opérations de démantèlement s'il constate des manquements en matière de sécurité ou d'environnement. Lors de notre visite à Alang, nous avons réussi à avoir accès à un autre chantier de démantèlement, qui a accueilli les navires du Danois en 2016, selon Shipbreaking Platform. À en croire ce manager, la sécurité serait loin d'être une priorité ici. Vous parlez de blessés, mais ici, on meurt. Les gens meurent sur ce chantier? Il y a tout juste 4 jours. Par exemple, un des ouvriers est tombé du bateau. Il est entre la vie et la mort. Sa famille devrait recevoir 7 000 € quand il mourra. Depuis que je travaille ici, ça fait 20 ans. J'ai vu 300 ou 400 personnes mourir sur les chantiers de démantèlement des bateaux. Le transport maritime poursuit sa croissance. Les 3 plus grands armateurs mondiaux ont annoncé en 2021 avoir commandé une trentaine de porte-containers.